Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par IELEC. On est ravis de vous retrouver pour passer ensemble une petite demi-heure autour d'un sujet concret et souvent source de stress, le déménagement. Aujourd'hui, on va passer en revue les 5 erreurs à éviter avec votre fournisseur d'énergie pour déménager sereinement, sans coupure et sans mauvaise surprise sur votre facture. Avant de commencer, quelques mots sur IELEC, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, IELEC est un fournisseur d'énergie 100% verte, française et locale, basé à Toulouse, et nous sommes 200 salariés. Mais nous ne sommes pas un simple fournisseur. Nous vous accompagnons dans votre envie d'agir pour la planète, pour vos proches ou simplement pour vous-même, sans vous compliquer la vie. Voilà. Au programme aujourd'hui, donc des repères clairs, des conseils pratiques et une checklist pour ne rien oublier au moment de votre déménagement. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prend un petit temps à la fin pour y répondre. Ce webinaire est enregistré et restera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Isolina. Bonjour Isolina. Bonjour. Tu es experte métier chez IELEC et tu vas nous expliquer tout ce que nous devons savoir pour déménager sereinement. Alors, première question, quelles sont les choses à faire avant de déménager et quand est-ce que je dois prévenir mon fournisseur? Alors, l'idéal, c'est toujours de prévenir une semaine avant. Dans tous les cas, la résiliation peut se faire pour le soir même, que ce soit sur un contrat d'électricité ou de gaz, sur un compteur communicant ou non, mais on vous conseille toujours d'anticiper un petit peu. Ok. Est-ce que je dois résilier ou plutôt transférer mon contrat? Alors, c'est une bonne question. Chez ILEC, on conseille plutôt de résilier le contrat parce que ça permet de s'assurer que le contrat du logement actuel s'arrête, prend fin avec vous quand vous partez et que le futur occupant fait bien les démarches au moment venu. Alors que lorsque vous transférez votre contrat, c'est-à-dire que vous allez laisser en route le temps que le nouvel occupant s'installe, et le risque, c'est tout simplement qu'il oublie de faire les démarches. Donc voilà, nous, on vous conseille plutôt de transférer. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un compteur Linky, Enedis, le gestionnaire de réseau, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, fournit une puissance de 1 kVA pendant 1 mois sur le compteur, même après votre départ. Donc, même s'il n'y a pas de contrat sur le logement, il y a bien un petit peu d'électricité. Le propriétaire ou l'agence peuvent faire les visites. Vous n'avez pas besoin de laisser l'électricité active quand vous partez. Pour le gaz, c'est la même chose. GRDF vous laisse un petit temps d'adaptation, on va dire. Donc, vous pouvez tout à fait mettre fin à votre contrat. Il restera du gaz dans le logement le temps que le nouvel occupant arrive. Ok. Quelles sont les infos que je dois donner à mon fournisseur pour résilier mon contrat? Alors, globalement, pas grand-chose. Votre nom, votre prénom nous permettent de vous retrouver normalement dans notre base de données clients. Généralement, on vous demande l'adresse pour s'assurer qu'on est sur le bon contrat si vous en avez plusieurs. Sinon, à partir du moment où vous avez un compteur communicant, on n'a même pas besoin du relevé. On peut le prendre, ça nous permet de nous assurer qu'il y a une sorte de cohérence entre la relève de début et la relève de fin de votre contrat. Mais sinon, voilà, besoin de rien d'autre que votre nom, votre prénom. Uniquement sur les compteurs non communicants, là, il nous faudra l'index de votre compteur. Ok. Donc déjà, la première erreur à éviter, c'est de ne pas faire les démarches parce qu'il y a déjà l'électricité ou le gaz dans le logement, croire que tout va continuer à fonctionner comme ça et de ne pas faire de démarches. Donc ça, il faut vraiment, quoi qu'il arrive, faire les démarches pour prendre un nouveau contrat dans son nouveau logement. Tout à fait. Ok. Donc maintenant, je connais ma nouvelle adresse. Quelles sont les étapes à suivre pour bien se raccorder, être sûr d'avoir l'électricité et le gaz quand je vais arriver dans mon nouveau logement? Alors, je vais commencer par faire une petite parenthèse sur les gestionnaires de réseau Enedis et GRDF, parce que donc votre fournisseur, il met de l'électricité ou du gaz dans le réseau. Mais par contre, le réseau, il est géré par Enedis pour l'électricité et par GRDF pour le gaz. C'est vraiment eux qui gèrent tout l'acheminement en fait de votre énergie jusqu'à votre compteur. Le compteur, c'est pareil, c'est la propriété d'Enedis ou GRDF, même s'il est dans votre logement, ils vous le mettent à disposition pour calculer votre consommation. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que donc, quand vous allez demander à un fournisseur de mettre en route votre contrat, il va y avoir des délais et des tarifs qui s'appliquent. Et ça, ce sont les tarifs et les délais qui sont appliqués chez tous les fournisseurs de la part des gestionnaires de réseau, donc Enedis et GRDF. Donc, pour en revenir à nos moutons, sur l'électricité, on a 3 situations différentes. Soit vous emménagez dans un logement existant et il y a un compteur Linky sur place. Dans ces cas-là, on peut faire la mise en route de votre compteur du jour au lendemain, donc un jour ouvré de délai.
et ça vous coûte 1,74 €, toutes taxes comprises. Vous avez la possibilité d'activer votre contrat sous 2 heures, mais ça, c'est moyennant un surplus. Donc ça, c'est sur un compteur communicant. Deuxième situation, logement existant déjà occupé auparavant sur un compteur non communicant. Là, vous avez un délai de 5 jours ouvrés. Ça vous coûte 31,83 € TTC. Pareil, vous avez la possibilité de l'activer plus rapidement, mais c'est moyennant donc un tarif supplémentaire et la disponibilité côté Enedis, puisque c'est uniquement Enedis qui peut intervenir sur le compteur. Sachant que quand vous arrivez dans un logement, s'il n'y a pas de compteur communicant, donc pas de compteur Linky, vous avez la possibilité de demander la pose d'un compteur Linky en même temps que l'ouverture de votre contrat. Et dans ces cas-là, vous êtes facturé comme sur un compteur Linky, donc 1,74 €. Comme je le disais tout à l'heure, le propriétaire du logement n'est pas propriétaire du compteur. Il ne peut pas vous imposer de garder le vieux compteur. Si vous avez envie d'un compteur Linky, vous mettez un compteur Linky. Ce n'est pas lui qui est propriétaire du logement. Sachant qu'en plus, donc comme je vous disais, ça vous coûte plus cher, 31,83 € au lieu de 1,74 €. Vous avez également un forfait mensuel pour toutes les relèves qu'Enedis va devoir faire puisque votre compteur ne communique pas. Donc, soit vous vous arrangez avec votre propriétaire pour qu'il prenne en charge ces frais, soit effectivement, il vaut mieux poser un compteur Linky. Donc ça, c'est la deuxième situation en électricité. Troisième situation, dernière situation, lorsque vous emménagez dans un logement neuf qui n'a jamais été occupé, ou alors qui a été totalement rénové, il n'y avait personne pendant longtemps, ce genre de choses. Là, dans ces cas-là, vous avez un délai de 10 jours ouvrés et la mise en route de votre compteur vous coûte 28,34 € TTC. Voilà, ça c'est pour l'électricité. En gaz, c'est beaucoup plus simple, il n'y a qu'une seule situation. C'est une énergie un peu dangereuse, donc GRDF fait en sorte de ne pas laisser trop longtemps l'énergie sur place. Et donc, parfois, il va falloir venir couper le compteur et le rouvrir en l'espace de quelques semaines. Donc, c'est toujours facturé de la même manière, c'est toujours le même délai, c'est 5 jours ouvrés, 21,95 € TTC. Pareil que sur l'électricité, vous avez toujours la possibilité de demander une activation plus rapide, mais c'est moyennant des frais supplémentaires et de la disponibilité côté technicien GRDF. Donc, pour récapituler, pour éviter les coupures, on s'y prend un petit peu en avance, on essaie d'anticiper. Comme je vous disais, une semaine, c'est l'idéal. Ça nous permet de couvrir les 5 jours ouvrés s'il y a un week-end entre les deux, ce genre de choses. Donc, on anticipe les démarches au maximum. Dès qu'on connaît la date d'emménagement, on contacte son fournisseur préféré, on le met dans la boucle. Quand on visite les lieux, on se renseigne sur le type de compteur, sur l'adresse exacte du logement, notamment dans les vieux immeubles où il n'y a pas de numéro d'appartement, où il va y avoir des cours, ce genre de choses. C'est bien de demander toutes les informations à l'agence ou au propriétaire. Et pareil, on n'hésite pas à demander le nom de l'ancien occupant du logement. Ça nous permet de retrouver plus facilement le compteur. Ok, donc on insiste bien. Donc, deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas anticiper la date de son déménagement. Donc on rappelle, 24 heures avant si on a un compteur communicant, 5 jours s'il n'est pas communicant et 10 jours si c'est une première mise en service dans votre logement. Tout ça, c'est pour l'électricité. Et pour le gaz, quoi qu'il arrive, c'est toujours 5 jours avant et on parle toujours en jours ouvrés. Donc maintenant, quand je vais souscrire à un nouveau contrat pour mon logement, comment je suis sûr d'avoir la meilleure offre pour mon logement? Je disais les critères à prendre en compte, la superficie, le nombre d'occupants, les habitudes de consommation. Ensuite, tout ce qui est isolation, type de chauffage, d'eau chaude, de cuisson également. Ça va être pas mal d'éléments à prendre en compte. Et ensuite, les équipements énergivores. Donc, piscine, jacuzzi, aquarium, véhicule électrique, ce genre de choses. Tout ça, ça va nous permettre de déterminer la puissance qu'il y a besoin de mettre sur votre compteur pour alimenter votre logement, mais aussi l'option tarifaire, donc base ou heure pleine, heure creuse. On ne pourra pas faire de solution type. Ça dépend vraiment de vos habitudes de consommation et de votre logement. Du coup, information à avoir en tête, quand vous ouvrez un contrat d'énergie, vous avez parfois besoin de l'électricité uniquement, du gaz uniquement ou d'un contrat dual, donc électricité et gaz. Ça, pensez bien à vous renseigner lorsque vous visitez les lieux pour savoir ce qui est compris dans les charges. Souvent, c'est l'eau froide, mais il y a aussi parfois l'eau chaude et dans ces cas-là, ça peut être le chauffage et effectivement la chauffe de votre ballon d'eau chaude, ce genre de choses. Donc, si c'est compris dans le collectif, vous n'avez pas forcément besoin d'un contrat de gaz, donc contrat électricité uniquement. Ok, donc ça, c'est bien une erreur à éviter aussi. Il ne faut pas souscrire à une offre gaz si on n'en a pas besoin. Ça paraît évident, mais parfois, ça peut arriver.
Ensuite, est-ce que je dois choisir plutôt une offre fixe ou plutôt une offre indexée? Alors là encore, ça va dépendre de votre situation. Une offre fixe, généralement, le prix du kilowattheure ou de l'abonnement peut être figé pendant une durée déterminée par le contrat. Donc là, on parle de prix hors taxe. Attention, les taxes et l'acheminement sont toujours sujets à évolution dans un contrat même fixe. Donc le prix est fixe, ça n'implique pas nécessairement une durée d'engagement. Les consommateurs et consommatrices classiques ne sont pas engagés auprès de leurs fournisseurs. Donc même si vous avez un prix fixe pendant 3 ans, vous pouvez changer de fournisseur. Il n'y a que les professionnels qui peuvent être engagés auprès de leurs fournisseurs. J'en profite pour dire que chez Ilex, ce n'est pas le cas. Mais voilà, en tout cas, côté offre fixe, c'est pour les personnes qui ont envie d'être tranquilles, serein. Ok. Pour l'offre indexée, là, on va prendre un tarif de référence. Donc, généralement, c'est le TRV, donc le tarif réglementé de vente. Et en fait, on va venir tout simplement appliquer une indexation par rapport à ce tarif, et donc dire notre prix du kilowattheure, il va évoluer par rapport à ce tarif. Il peut être 22% moins cher ou 22% plus cher que le TRV. Dans tous les cas, quand le TRV évolue, les tarifs également du kilowattheure de votre fournisseur va évoluer. Donc, l'abonnement est parfois également indexé au TRV, mais c'est principalement le prix du kilowattheure. Et donc ça, c'est pour les clients, les consommateurs qui savent un petit peu comment ça évolue et qui n'hésitent pas à suivre l'actualité. Donc, ils peuvent faire des comparatifs régulièrement. Ok. Maintenant, on voit aussi de plus en plus des offres spécifiques pour les véhicules électriques. Est-ce que c'est intéressant de souscrire à une telle offre? Alors, c'est intéressant si vous avez un véhicule électrique. Logique, puisque le principe de ces offres-là, c'est souvent donc, que vous avez une option heure pleine, heure creuse et voire des super heures creuses. Donc, ce qui se passe, c'est que donc, sur les heures pleines, le tarif du kilowattheure est plus cher. Sur les heures creuses, il est moins cher. Et sur les super heures creuses, il est encore moins cher. Mais donc, pour rentabiliser l'abonnement, il faut qu'il y ait un équipement très énergivore qui consomme au moment des super heures creuses. Donc, effectivement, il faut bien avoir un véhicule électrique. Et ensuite, il faut bien avoir un compteur Linky qui communique, puisque ça va nous permettre d'envoyer l'impulsion des super heures creuses à votre compteur. Sinon, encore une fois, l'abonnement, il ne sera pas rentabilisé. J'en profite, chez ILEC, on a les super heures creuses parmi les moins chères de France. Ok. Donc ça, c'est aussi une erreur à éviter, hein. Donc, on ne peut pas souscrire à une offre véhicule électrique si on n'a pas de véhicule électrique, puisque du coup, vous allez consommer sur des heures où l'électricité est un peu plus chère et moins consommée quand c'est les super heures creuses. Comment je dois m'y prendre pour faire une estimation et comparer les différentes offres qu'on me propose? Alors, point très important, il faut toujours comparer ce qui est comparable. On regarde le coût de l'abonnement, le coût du kilowattheure, mais aussi l'estimation de la consommation annuelle. Il y a beaucoup de fournisseurs qui vont vous faire des offres alléchantes en vous proposant des mensualités à 20 € par mois. Mais dans tous les cas, ça, ce n'est pas la solution. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder l'estimation de votre consommation annuelle. En gros, on va prendre votre estimation annuelle, on va dire que vous allez consommer, mettons, 1000 kWh à l'année. On va y appliquer le prix du kilowattheure, le prix de l'abonnement, et on va vous dire « Ah bah super, ça vous fait 20 € par mois ». Sauf que si vous consommez beaucoup plus que ces 1000 kWh, mettons, vous en consommez 20 000, bah à la fin de l'année, au moment de la facture de régularisation, vous allez devoir payer votre consommation réelle. Et là, du coup, bah, ça va faire un peu mal. Donc, bien évidemment, on compare ce qui est comparable, on compare l'estimation. Une valeur sûre, c'est la calculette du médiateur de l'énergie. Ça vous permet de renseigner pas mal d'éléments. Donc, par exemple, si vous avez un congélateur indépendant, une piscine, une pompe à chaleur, ce genre de choses, ça va vous donner une fourchette de votre consommation dans le logement. Donc déjà, ça, c'est super. Ça va vous permettre de faire une bonne base pour ensuite aller comparer chez des fournisseurs différents. Mais en plus, directement sur l'outil du médiateur de l'énergie, vous avez la possibilité de comparer des fournisseurs. Et en plus, vous pouvez comparer des fournisseurs qui sont 100% verts, justement, donc faire votre choix sur le type d'énergie que vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment parfait. Ça vous donne toutes les offres du marché. Ça vous dit où est-ce que vous allez faire des économies, ce qui est le plus vert, le moins vert, etc. Ok. Donc ça, c'est la 5e erreur à éviter, hein, et c'est sûrement la plus importante, donc de choisir la mensualité proposée la plus basse sans prendre en compte sa vraie consommation annuelle. Donc faites bien attention à ça. Maintenant, Isolina, quelques questions fréquentes. Par exemple, je déménage dans 3 jours, est-ce que c'est trop tard pour faire les démarches? Alors non, il n'est jamais trop tard.
C'est simplement qu'il y a un petit risque de se retrouver sans énergie pendant quelques heures, voire quelques jours, selon le type de compteur et selon le type d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on préfère toujours vous dire, prenez une semaine de délai, vous serez tranquille. Après, pas d'inquiétude pour autant, la plupart des logements sont désormais équipés de compteurs communicants. Donc, en électricité, vous avez de l'énergie la veille pour le lendemain. Et en gaz, comme je vous disais, si le compteur est alimenté, vous avez donc du gaz sur place. Sinon, c'est 5 jours ouvrés. Okay. Comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, ça, ces délais et ces frais d'activation, ils sont donc imposés par les gestionnaires de réseau, donc Enedis et GRDF. Donc, vous aurez les mêmes délais partout, chez tous les fournisseurs. Si vous demandez votre activation chez ILEC et qu'on vous dit, je n'ai pas de rendez-vous disponible avant 3 jours, si vous cherchez chez un autre fournisseur, il vous dira la même chose. Vous pouvez toujours demander une activation en urgence, si vraiment vous y êtes pris au dernier moment. C'est simplement qu'il y a des frais supplémentaires et s'il y a besoin d'un rendez-vous, ça dépendra de la disponibilité des techniciens d'Enedis et GRDF. Ok. Si je n'ai pas les relevés, est-ce que c'est bloquant? Comment je peux faire? Alors, ce n'est pas bloquant du tout. Déjà, souvent sur les états des lieux d'entrée et de sortie des logements, vous avez l'information qui est enregistrée donc, par les agences. Donc, n'hésitez pas à regarder sur ces documents-là. Et sinon, vous pouvez tout à fait prendre une photo de votre compteur. Nous, les informations, elles y figurent. Donc, ça nous... Hop, je vais accepter un nouveau participant. Voilà. Et donc, merci, hein, on a fait le tour de toutes ces informations sur le déménagement. On vous rappelle donc les 5 erreurs à éviter. Donc, ne pas faire les démarches parce qu'il y a déjà l'électricité ou le gaz dans le logement. Donc, ça, c'est bien très important, hein, faire les démarches quoi qu'il arrive. Ne pas anticiper la date de son emménagement. Donc, on rappelle, 24 heures avant, si c'est un compteur communicant, on peut activer l'électricité chez vous, 5 jours s'il n'est pas communicant, et 10 jours si c'est une première mise en service. Pour le gaz, c'est 5 jours. Troisième erreur, donc ne pas souscrire à une offre gaz si on n'en a pas besoin. Quatrième erreur, souscrire à une offre VE alors qu'on n'a pas de véhicule électrique. Ça sert à rien. Et puis, dernière erreur à éviter, donc c'est de choisir une mensualité proposée la plus basse, parce que c'est un tarif alléchant. Il faut bien prendre en compte sa consommation annuelle. Voilà, merci encore Isolina. On enverra donc à tous les participants par mail le lien vers la calculette du médiateur de l'énergie pour faire ses comparatifs et ses estimations, et puis une checklist déménagement. Voilà, merci à tous pour votre participation et puis à un rendez-vous pour un prochain webinaire. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir.